voyage de M. Mendès France en Amérique du Nord l'a d'abord conduit au Canada, où il a été accueilli à son arrivée à Ottawa par le Premier ministre M. Saint-Laurent. Les entretiens du Premier ministre français avec le Premier canadien devaient permettre de faire le point de la situation internationale et de préciser, concernant les questions de premier plan, l'identité des vues qui existent entre les gouvernements des deux pays. Le président Mendès France se rendait ensuite à Washington, où l'accueillaient M. Foster Dulles et Richard Nixon, vice-président des États-Unis. L'un des premiers gestes du président du Conseil devait le mener à la statue de Lafayette, devant laquelle il devait s'incliner avec un petit groupe de Français. À la Maison-Blanche, il s'entretenait avec le président Eisenhower et M. Foster Dulles, auxquels il exposait les grandes lignes de sa politique. Affermissement de l'Alliance occidentale avant tout dialogue avec l'Est, telle en a été la principale conclusion. Le Maroc a célébré le centenaire de la naissance de Lyautey. À Rabat, le résident général, M. Francis Lacoste, et de nombreuses personnalités françaises et marocaines sont venus se recueillir devant le mausolée où repose celui qui restera le créateur du Maroc moderne. De sa glorieuse entrée à Casablanca jusqu'à la fin de son proconsulat, Lyautey, soldat d'abord, puis bâtisseur d'un monde nouveau, sut gagner l'estime et l'amitié d'un peuple. Il est resté pour beaucoup, Marocains et Français, une figure légendaire. C'est ce qu'a exprimé sur la grande place de Casablanca l'imposante manifestation militaire qui magnifia son souvenir. Voici 100 ans naissait Lyautey, voici 20 ans il mourait. Entre ces deux dates, le Maroc a pris son visage d'aujourd'hui. Le prix Suzanne Bianchetti, la croix d'honneur des jeunes talents, a été décerné par la voix de Pierre Bost au nom des auteurs de films à Marina Blady. La meilleure élève du cinéma français a été félicitée par Roger Ferdinand dans le rôle de l'inspecteur d'académie et par Odile Bersois dans le personnage parfaitement réel de la sœur aînée. Venus de tous les coins de France à Noisy-le-Grand, 250 enfants lauréats du concours de dessin des chocolatiers de France ont remis aux représentants juvéniles de l'abbé Pierre les clés de 50 abris d'une nouvelle cité de dépannage construite en hâte avant l'hiver. Tous les sans-logis auront-ils cette année un abri pour l'hiver? Digne vient de voir son activité décuplée par l'ouverture du procès Dominici. Gaston, le patriarche de la Grande-Terre, y répond du crime de l'URSS. Mais Gaston Dominici est-il coupable? Aux nombreuses questions que pose l'affaire, le juge d'instruction Périès, Maître Pollack, le défenseur de l'accusé, le commissaire Sébeil, permettront-ils de répondre? Parviendra-t-on à tirer de Clovis, l'un des fils, de nouvelles révélations? Roger Perrin sortira-t-il de ses contradictions? Gustave, Yvette, Marie Dominici, la sardine, finiront-ils de travestir la vérité? C'est au milieu de tous ces problèmes qu'a commencé le procès, suivi minute par une armée de journalistes. Autour de l'arme du crime se joue la tête d'un vieillard qui étonne par sa présence d'esprit, sa résistance et sa verdeur, mais qui n'en est peut-être pas moins un assassin. Après 2 années de silence, va-t-on enfin voir luire la vérité? Dans le sud tunisien, Aram est ressuscité. L'inauguration du village a réuni autour de M. Sédou, ministre plénipotentiaire, accompagné du lieutenant-colonel Hutinel et de M. Nasser Ben Saïd, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, de nombreuses personnalités tunisiennes et françaises. Rendu officiellement à la vie, Aram a fait l'objet d'une visite détaillée à travers ses 114 maisons toutes blanches. Autrefois, petite agglomération de masure, Aram avait été détruit lors de la campagne de Tunisie. Il renaît aujourd'hui avec un visage moderne. Cette inauguration devait se poursuivre par la visite à l'oasis de Ketana, d'un puits artésien nouvellement foré, capable de débiter 66 litres d'eau à la seconde dans les séguias. Cette nouvelle source permet dès maintenant la culture des primeurs. Plus
silence que les autres années, par suite de la cessation des hostilités, la foule des riverains du Mékong a célébré à Phnom Penh, devant le roi du Cambodge Norodom Sihanouk, la fête des eaux. Et comme chaque année, les courses nautiques ont permis aux représentants de chaque pagode, de chaque groupe religieux, de s'affronter la pagaie à la main. C'est une épreuve que suit toujours avec passion la population cambodgienne. Devant Sébastopol, toute la flotte russe de la mer Noire a participé à une imposante revue navale destinée à commémorer le centenaire du siège de la ville par les forces combinées des Français, des Anglais, des Turcs et des Piémontais, siège qui, comme on sait, dura 11 mois. En reprenant à son compte cet épisode fameux de la guerre de Crimée, l'armée rouge semble montrer sa volonté de se considérer comme la continuatrice de l'armée des tsars. Ne laissez pas les enfants jouer avec les jets d'eau, ni les singes bien entendu. Et tel sera sans doute un jour l'avertissement écrit au bas de la cage de Cathy, une guenon turbulente du zoo de Francfort. On ne sait si ce fut en voyant faire le jardinier que cette Cathy se découvrit ce talent d'arroseur. Mais c'est un incontestable succès. On compte donc beaucoup sur les singes pour rafraîchir les idées des hommes. Voici venu, mesdames, le moment de faire faune. Pour la presqu'île vue par Révillon, on choisira entre le manteau de lynx de Russie très classique et très confortable, la veste en agneau des Indes blanc et gris avec double boutonnage, et assortie d'un pantalon blanc, la veste droite de vison d'élevage traitée en sport. Pour l'après-midi, les préférences pourront se partager entre le vison, l'astrakhan, l'oslo ou le breitsvans. Trench-côte de vison à manches opulentes, serrée au poignet par une patte boutonnée. 3/4 en astrakhan graphite. Manteau d'oslo allégé sur les côtés par une fente donnant de l'aisance à la marche. Manteau de breitsvans, enfin, très habillé avec un petit col droit. Quant au soir, Révillon l'a vu dans une symphonie de noir et blanc. Il plaira à toutes ce long manteau de vison à grand col rectangulaire dont la doublure s'assortit à la robe. On portera avec plus de sourire, beaucoup plus de sourire, cette veste de breitsvans et d'hermine réversible. On enviera enfin cette somptueuse écharpe de vison. Voici votre hiver, mesdames, et vos soucis, messieurs. Darigade à gauche et Attenforder, Schulte-Peters et Magny-Godot constituent 3 des 16 équipes qui prennent le départ de la première éliminatoire du Critérium d'Europe à l'américaine. Et dans l'atmosphère très particulière du Veldiv de Paris, c'est aussitôt sur 100 km la ronde habituelle. Démarrage, relais, tours perdus et repris, cris et sifflets de la foule, tout y est. Après 20 minutes de course, l'équipe française Forlini-Saint-Pleven a pris la tête avec un tour d'avance. On la voit même démarrer pour tenter de prendre un deuxième tour. Mais les choses en restent là et Forlini-Saint-Pleven sont les premiers vainqueurs du Critérium d'Europe. Jacques Duménil, culotte blanche, met en jeu son titre de champion de France au poids-plume en face du jeune shérif Amias. Duménil, plus désinvolte, cherche à placer de loin une de décisif, mais il se heurte à la volonté tenace, à la hargne et à la boxe plus variée de shérif Amias. À ce petit jeu, les forces de Duménil s'usent assez rapidement. Et au 10e des 15 rounds prévus, il est à bout de force. Il accuse très complaisamment une droite assez sèche et, agenouillé, écoute l'arbitre compter jusqu'à 10 et même jusqu'à 11. Amias, avec sa fougue, sa science et sa jeunesse, devient champion de France en battant un adversaire qui a préféré s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.
ce dont Amiens va le remercier en lui offrant un tour de valse imprévu. À Paris, au Palais des Sports, le poids moyen Charles Humez, culotte noire, est opposé en 10 reprises au champion américain Garth Panther. Humez utilise l'arrêt du gauche et des crochets au corps qui lui donnent immédiatement l'avantage sur un adversaire courageux, mais débordé par sa vitesse. Au début du 10e round, un gauche-droit contraint Panther à s'agenouiller. Il se relève, mais veut se réfugier dans des corps à corps stériles. Humez est déchaîné, Panther a trouvé son dompteur. Panther est héroïque sous l'avalanche des coups du champion français. Et il ne peut empêcher Humez d'être déclaré vainqueur au point. La route du championnat d'Europe est ouverte aux nordistes. Cannes a offert le plus joli ciel bleu à l'ouverture du 7e Festival international du film. Rendez-vous très fréquenté puisqu'on peut rencontrer Alexandrov et ses compagnons venus du RSS, Robert Mitchum, venu des États-Unis, et Michel Morgan, venu plus simplement de Paris. Au palais du festival, M. Cornelion Molinier, ministre d'État, Jacques Flo, directeur du Centre du cinéma, et Jean Cocteau, président du festival, vedettes officielles, ont fait accueil aux vedettes de l'écran déjà nombreuses. Mais on en attend d'autres. De Toulon, le porte-avions Guabello, prêté à la marine française par les États-Unis, a pris la mer pour gagner l'Indochine, où il va remplacer la Romande. Le ministre de la Marine, M. Cavigny, a marqué devant l'état-major du navire le sens de ce transfert. Le transfert du Guabello représente une nouvelle étape particulièrement marquante dans cette politique de collaboration franco-américaine indispensable pour la défense et la sécurité du monde libre. Au large des côtes d'Alger, un nouveau drame vient d'endeuiller la mer. À l'aube d'une journée calme, des SOS remplissaient l'espace. Le navire britannique Empire Windrush, qui revenait d'Extrême-Orient chargé de 1424 passagers, avait pris feu. Dans ce bâtiment vieux de 30 ans, une chaudière surchauffée avait éclaté et l'incendie se propageait avec une terrible rapidité. La violence des flammes avait rapidement dévoré les superstructures et attaqué la peinture extérieure. En moins d'une heure, l'Empire Windrush était devenu un brûlot géant dont les panaches de fumée s'élevaient tout droit dans un ciel farfonneur absolument calme. C'est dans les canaux ou accrochés aux bouées et aux radeaux que les sauveteurs qui poussaient leur feu devaient découvrir les rescapés. 4 matelots seulement manquaient à l'appel. C'est une épave brûlante qui allait être abandonnée. Un peu plus tard, entièrement calciné, l'Empire Windrush devait s'abîmer dans la mer. C'est un roi de la forêt, peut-être le roi des forêts françaises, qui vient de disparaître. Planté voici 340 ans, c'est-à-dire au début du règne de Louis XIII, le chêne Apollon, haut de 40 mètres et qui mesurait près de 5 mètres de tour, était le plus bel ornement de la forêt de Tronchet. Les 340 ans et sa valeur, 3 millions de francs, en ont eu raison. Mais ce chiffre volumineux ne nous consolera pas de la mort du plus beau chêne de France.